Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Les autruches sont très spéciales puisque ce sont les plus gros oiseaux du monde, elles ne volent pas, et en plus, elles forment un ordre considéré comme basal de tous les oiseaux. Pour expliquer ça de façon très simple, voyons que les oiseaux existent depuis au moins 150 millions d'années. Ils se sont divisés en quelques espèces, apparemment assez peu, d'après les fossiles, mais toutes ces espèces ont disparu sauf une. Et heureusement qu'elle n'a pas disparu, parce que sinon nous n'aurions pas d'oiseau aujourd'hui. Et cet oiseau, qui s'est donc divisé en plus de 10 000 espèces, toutes les espèces qu'il y a maintenant, il a fait une première division il y a environ 100 millions d'années. C'est en ordre de grandeur. Il y a donc deux branches principales dans la classification, que vous pouvez retrouver ici sur le site de John Boyd, qui est un chercheur américain, les paléoniates et les néoniates. Presque tous les oiseaux sont des néoniates, néo voulant dire nouveau. Il y a juste une petite branche qui s'appelle les paléoniates, qui est considérée comme la branche basale. Avant que nous utilisions la notion de basal, on disait primitif. Mais ça a été retiré entre autres parce que ça a un sous-entendu péjoratif et qu'il n'y a rien de péjoratif à être basal évidemment. Mais notez le radical paléo qui veut dire ancien. Dans cette petite branche évolutive qu'on appelle aussi clade, de clade en anglais, on retrouve beaucoup d'oiseaux qui ne volent pas, comme les nandous, les émeus et les casoars, aussi les kiwis, ces oiseaux aptères que l'on appelait parfois avant ratites, mais en réalité on trouve dans le même groupe, les paléoniates, les tinamous qui volent. Donc il n'est pas certain que l'ancêtre ne volait pas. En tout cas, l'origine du vol de ces oiseaux et l'origine du fait qu'ils ne volent pas reste discutée. Sur la page de la famille de notre site internet, vous pouvez voir la répartition géographique. On a une population en Afrique australe et, d'après la carte, une vaste répartition depuis les côtes de la Mauritanie jusqu'en Tanzanie et les côtes somaliennes. En reprenant cette carte, on va la redessiner de manière à que l'on puisse situer les différents taxons, car ils sont tous allopatriques. Il y a deux espèces dans la liste, l'autruche d'Afrique et l'autruche de Somalie, mais il y a actuellement 4 taxons. Avec le jeu de couleurs, c'est très facile. En Afrique australe, en mauve, vous avez une sous-espèce de l'autruche d'Afrique. Puis, vous avez en rouge, en Afrique de l'Est, la population qui paraît la plus petite, mais qui est en fait la plus importante, parce qu'elle est très dense, c'est celle qui se porte bien. On a la sous-espèce Massaicus, parfois appelée autruche Maasai. Mais c'est bien l'autruche d'Afrique, c'est une sous-espèce de l'autruche d'Afrique. En vert, celle qui paraît la plus répandue, et de façon générale elle l'est, mais avec des densités de population très petites, c'est en fait la plus rare des 4. C'est la sous-espèce nominale. Enfin, à l'est, en bleu, on a l'autruche de Somalie, qui est une espèce distincte, actuellement. Dans le passé, on la considérait comme une sous-espèce supplémentaire de l'autruche d'Afrique. Nous avons pour vous dessiné des cartes pour illustrer ce qu'il s'est passé il y a bien longtemps, malheureusement, à cause de l'homme. Il y a des centaines d'années, la carte de répartition était en fait beaucoup plus vaste. La sous-espèce nominale occupait toute l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Atlas, algérien et marocain, et il y avait une population au Moyen-Orient et au nord de la péninsule arabique. Mais à cause de la chasse, du braconnage, de la collecte des œufs et d'autres activités comme l'agriculture, etc., eh bien, les populations d'Afrique du Nord, ici en vert clair, et celles du Moyen-Orient ont complètement disparu. Celle du Moyen-Orient est indiquée en gris pour distinguer de celle d'Afrique du Nord en vert parce qu'il s'agit d'une sous-espèce distincte, Strutiocamelus syriacus. Cette sous-espèce, Syriacus, a malheureusement disparu définitivement. Regardez sur le site de la référence principale que nous utilisons pour notre encyclopédie, c'est Birds of the World de Cornell University, qui a donc sa section ornithologie qui s'appelle The Cornell Lab of Ornithology. Cette partie-là est payante. Donc vous ne pouvez pas y avoir accès librement,
Mais vous voyez qu'il y a une carte de répartition spécialement dessinée qui ressemble à la nôtre, à celle que vous avez vue sur la page de la famille, sauf que vous ne voyez pas évidemment ceci, la région somalienne colorée, puisque là, ce n'est que l'autruche de Somalie. Ici, c'est la page de l'autruche d'Afrique. Mais regardez plus bas, vous avez eBird. Et eBird, c'est gratuit, et en plus, il y a une version française. Tout le monde peut déposer ses données et profiter des données des autres. C'est le système le plus utilisé pour trouver des oiseaux quand vous cherchez un oiseau particulier et que vous ne savez pas où le voir. Mais regardez, il y a quelque chose d'intéressant. Comme vous le voyez, les noms de pays sont ici en espagnol, ils s'adaptent automatiquement à la région où vous êtes selon votre adresse IP. Donc, nous voyons que les carrés indiquent les observations. Et plus il y a d'observations, plus ils sont foncés. Donc vous constatez qu'il y a beaucoup d'observations en Afrique australe, seulement la carte ne dit pas s'il s'agit d'observations d'oiseaux sauvages ou d'oiseaux férales. Or, toute l'Afrique du Sud ici, à l'exception peut-être du Kalahari, concerne des oiseaux férales, c'est-à-dire des oiseaux issus de captivité. C'est un peu comme pour les pigeons bisets en Europe, on ne peut pas toujours distinguer l'oiseau féral de l'oiseau strictement sauvage. Sinon, vous voyez qu'il y a beaucoup de densité d'observation au Kenya et en Tanzanie, de la sous-espèce Maasai, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Mais plus au nord, il n'y a presque pas d'observation. Je vous ai fait remarquer sur la carte qu'il y avait une grande aire de répartition qui donnait l'impression qu'il y avait une énorme population, mais en réalité, cette population a presque totalement disparu. Il y a quelques observations ici dans la région du lac Tchad et du nord du Cameroun, quelques observations au Niger, un petit peu ailleurs au Tchad, et puis vraiment des observations très ponctuelles au Soudan du Sud, et en Éthiopie un petit peu plus. C'est une limite que nous soulignons souvent sur le système de catégorisation des espèces menacées. Officiellement, cette espèce n'est pas menacée. Pourquoi? Parce que certaines populations se portent bien, notamment au Kenya et en Tanzanie, aussi au Botswana. Mais en dehors de ces trois pays, elle diminue partout, et elle a même déjà disparu de plusieurs pays entiers. Et pourtant, la catégorie sur BirdLife International, c'est Least Concern, donc ça veut dire préoccupation mineure. Or, justement, on devrait s'en préoccuper, parce que la situation est gravissime. Et donc, c'est une erreur des organismes de conservation de la nature d'avoir une catégorisation qui fonctionne ainsi. L'autruche de Somalie, elle, est déjà considérée comme vulnérable. Et encore, on peut dire que c'est relativement optimiste, parce qu'en plus du fait qu'elle n'existe finalement que dans 3 pays, c'est quand même pas beaucoup, vous pouvez voir qu'elle subit beaucoup de choses, encore maintenant, c'est-à-dire la chasse pour les plumes et la nourriture, la collection des œufs, la perte et la dégradation des habitats. Bien sûr, ces informations sont en anglais sur le site de BirdLife International, mais en fait, vous avez le plus important sur nos fiches, c'est bien le but. Vous avez ici la page de l'autruche de Somalie. On l'a mis en espèce vedette, pourquoi? Vous avez compris, elle est dans peu de pays et elle est menacée, donc il faut bien s'en occuper. Vous avez donc une fiche avec la petite carte de répartition, qui ressemble fortement à celle que vous venez voir, bien entendu. Si vous cliquez ici sur le lien, vous retombez sur le site détaillé de BirdLife International avec la grande carte. Et on vous dit qu'elle est effectivement classée vulnérable. Alors, les menaces dont je viens de parler, elles ne sont pas dans le texte. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose que chez l'autruche d'Afrique. Et on vous invite donc à cliquer sur cette page qui est plus détaillée. Et donc, ici dans le texte, vous allez pouvoir lire les différentes causes de la diminution des autruches en général. Jusqu'à présent, nous avons fait les chapitres suivants. Position systématique de la famille, diversité des genres et des espèces, répartition et taxons menacés. Et nous allons maintenant parler de conservation et d'écotourisme. C'est-à-dire que, rapidement, vous avez compris que pour arrêter ce déclin des différentes populations d'autruches, il y a une solution qui marche, c'est celle du Kenya et de Tanzanie, où les autruches se portent bien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont protégées dans les grands parcs qui sont largement visités par les écotouristes, qui viennent voir les lions, les guépards, les troupeaux de gazelles, les buffles, les girafes, mais aussi quelques oiseaux spectaculaires comme les autruches.
En protégeant les parcs pour tous ces grands animaux, il y a évidemment des centaines d'espèces de vertébrés qui en profitent. Au stade actuel, on peut dire que c'est la seule manière qui fonctionne pour protéger les autruches. Alors certains diront que c'est peut-être pas la meilleure, mais quand c'est la seule, eh bien on l'utilise. Le point suivant, c'est dans quel milieu vivent ces autruches et quelle est leur niche écologique. Je vous rappelle que la notion de niche écologique est cruciale et pas toujours bien comprise. Vous pouvez aller voir une vidéo spécialement dédiée pour expliquer ce concept. Les autruches ne volent pas et elles assurent leur sécurité grâce à une vitesse de course exceptionnelle. C'est même le bipède terrestre le plus rapide du monde. Et donc il lui faut des milieux ouverts pour pouvoir profiter de ses aptitudes. Elle évite la forêt et peut se permettre de vivre dans des milieux où il n'y a pas d'eau ou très peu, parce que grâce à sa vitesse de course, elle peut parcourir de longues distances et aller boire loin de son territoire. De plus, son métabolisme est particulièrement économe en eau. C'est ainsi qu'on la rencontre dans des milieux semi-arides, arides comme des semi-déserts, des savanes ouvertes, des boisements très légers, des plaines herbeuses, etc. Son comportement, sa niche écologique rappelle ceux de certains mammifères herbivores. D'ailleurs, comme beaucoup de ces derniers, elles vivent souvent en famille ou en groupe, les reproductions sont souvent polygames, elles produisent bien plus de jeunes que nécessaire pour une population stable, nourrissant ainsi les prédateurs. Les prédateurs qui n'ont pas en rôle de régulation des populations, comme nous l'avons souvent expliqué, mais dans le cas des herbivores, jouent en rôle de dispersion de la pression sur la ressource, donc à savoir les graminées, ainsi en provoquant le déplacement des herbivores avant qu'ils n'aient tout consommé, ils favorisent la repousse d'herbes fraîches, ce qui est en avantage pour les herbivores, et donc la présence de prédateurs permet souvent une meilleure densité, une augmentation des herbivores, puisque grâce à eux, les herbivores exploitent de façon plus rationnelle leurs ressources. La ressource qui est donc les graminées, qui est le facteur limitant. Autrement dit, s'il y a moins d'herbes, il y aura moins d'autruches. Ça, c'est dans un écosystème sain. Actuellement, le facteur limitant, en dehors des parcs nationaux où les autruches sont bien protégées, notamment au Kenya, en Tanzanie et au Botswana, ce sont les activités humaines. On en a déjà cité quelques-unes. Rappelons par exemple que les activités agricoles sont évidemment incompatibles, non pas parce que l'autruche ferait tellement de dégâts dans les cultures, mais surtout parce que les nids d'autruches, eh bien, ne supporteraient pas le passage des machines et même probablement difficilement des gens qui travailleraient à la main. C'est l'occasion de parler de la reproduction de l'autruche qui est très intéressante. Nous allons seulement donner quelques informations ici, superficielles, puisque vous trouverez les détails dans la fiche de l'autruche d'Afrique de notre site internet. Et sinon, on peut vous renvoyer vers une vidéo très intéressante. Elle n'existe qu'en anglais. En français, nous n'avons rien trouvé d'équivalent. Il y a une petite vidéo sur une chaîne chinoise avec des sous-titres traduits de façon assez approximative, où on voit quand même la ponte de façon intéressante, mais ce long documentaire en anglais donne tous les détails des relations entre les mâles, les femelles, la polygamie, parfois la polyandrie, des détails qui sont bien illustrés avec des images tout à fait intéressantes, et donc nous vous recommandons d'aller voir cette vidéo sur YouTube. On voit souvent les autruches comme ça, tranquilles, elles ne se cachent pas. Par contre, ce sont des oiseaux qu'on entend peu, et c'est normal, ce sont bien souvent les oiseaux qui se cachent le plus, qui ont plus besoin de la voix. Mais il y a un autre élément important, on a dit que les autruches étaient des oiseaux basaux, alors que les oiseaux qui ont les vocalisations les plus intéressantes sont les passereaux et également les perroquets qui sont proches des passereaux. Les passereaux sont les oiseaux les plus modernes, à l'inverse des autruches qui sont donc de l'autre côté du tableau. Elles ont quand même une voix, et une nouveauté que nous avons apportée à l'occasion de la sortie de cette vidéo qui est notre première sur une famille, nous avons ajouté des liens ainsi que des traductions dans quelques langues du nom de l'oiseau en bas de page. Nous voyons les 6 noms dans 6 langues différentes et nous voyons ici écouter les vocalisations sur Xenocanto. Xenocanto, c'est vraiment la référence pour les cris et les chants.
C'est un site participatif où tout le monde peut mettre ses enregistrements et il y a quasiment tous les oiseaux du monde. En général, on préfère les catégories A, ce sont les meilleures qualités d'enregistrement. Je vois le premier ici. Les cris d'un juvénile. Ici, je vois qu'il y a un texte un peu plus complet. Pour tout voir, on peut cliquer à droite pour aller sur la fenêtre de détail. Et on voit qu'on va entendre aussi à l'arrière-plan un engoulevent à joue rousse, qui a un chant semblable à celui de l'engoulevent d'Europe, cette espèce de longue tree. Et donc c'est plutôt le bruit sourd qui est l'autruche d'Afrique. Écoutons. Voilà, c'est un peu distant, mais il faut dire que c'est un oiseau qu'on entend peu, donc il y a peu d'enregistrements. Plus spectaculaire que cette voix, il y a la parade nuptiale du mâle, quand il tente de séduire une femelle. Il y a pas mal d'images sur Internet, nous vous proposons un extrait d'un documentaire, et nous vous invitons évidemment à aller voir ce documentaire en entier si vous le souhaitez. Il est très bien fait, et il y a des images très spectaculaires. L'identification des autruches est relativement facile, puisque pour distinguer les deux espèces qui ne ressemblent à rien d'autre, il suffit de connaître la répartition géographique. Il peut y avoir des soucis d'identification dans certains cas, en particulier en Éthiopie, dans des endroits où l'autruche d'Afrique a été introduite, et où alors elle pourrait se retrouver en cohabitation avec l'autruche de Somalie. Pour la distinction, nous avons un comparatif sur le site internet. Vous pouvez le retrouver dans les deux pages qui mènent vers le même lien. Regardez ici les deux images. Mais si vous cliquez sur le lien qui est proposé, vous tombez sur la page de la famille, la page où nous avions vu la carte d'ailleurs, et en descendant, vous allez retrouver cette même image en plus grand, et vous pouvez voir les détails. Les détails sont expliqués ici. Vous voyez notamment qu'il y a plus de plumes sur le cou chez l'autruche de Somalie que chez l'autruche d'Afrique. Vous voyez aussi que le plumage est noir plus profond chez l'autruche de Somalie. Il y a d'autres détails expliqués, nous vous laissons aller voir sur le site internet. Les liens vers les deux pages d'espèces ainsi que la page famille sont dans la description, et ensuite les liens vers les vidéos que nous vous recommandons. Nous avons également ajouté le lien vers Tipeee si vous souhaitez nous soutenir. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en souhaitez d'autres, un petit soutien ne peut que nous encourager à continuer. À très bientôt